10 conseils pour réussir sa première ou ses premières compétitions de judo. Alors si vous faites partie de ces judokas qui ont choisi de tester, on va dire, l'exercice de la compétition, eh bien bravo. Jigoro Kano appelait ça le test d'efficacité. Alors c'était pas tout à fait pareil parce que la version, on va dire, sportive du judo s'est développée bien plus tard, bien après Jigoro Kano. Mais néanmoins, pour Jigoro Kano, c'était quand même important de, on va dire, de tester son efficacité judo dans un contexte de shiai, de compétition, d'affrontement plus, entre guillemets, réel. En tout cas, que ce soit pour découvrir, pour te faire plaisir, peut-être pour commencer une longue carrière ou pour progresser aussi différemment, une chose est sûre, c'est que tu vas te confronter aux 3 dimensions, j'ai envie de dire, universelles de la compétition, à savoir la technique, le physique et le mental. Et ça, c'est passionnant. En tout cas, moi, c'est ce que j'adore. Alors, pourquoi faire cet épisode sur les 10 conseils des premières compétitions? Vous allez voir que les 10 conseils que j'ai choisis, à mon avis, forcément, c'est des conseils importants, mais c'est surtout suite à beaucoup de retours que j'avais de débutants et où je découvrais que quand on a un peu d'expérience, on oublie qu'il y a des choses qu'on fait naturellement, mais on oublie que ça s'apprend quand même. Et je me disais, quel dommage qu'il n'ait pas pensé à ça ou qu'il ou elle n'ait pas été prévenu de ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu faire cet épisode sur vraiment, pour que les premières fois, en tout cas, vous ayez au moins une base de conseils. Et puis, comme d'habitude, regardez dans la section commentaires, soit pour ajouter vous-même des conseils, soit pour prendre aussi les conseils de ceux qui ont l'expérience. Alors, on commence. Et on est avec le premier conseil. Alors oui, je précise aussi que ces 10 conseils, pour beaucoup d'entre eux, je le préciserai, c'est des choses que j'ai vécues aussi moi-même. C'est pas que de la théorie. Voilà. Donc le tout premier conseil, c'est celui que j'appelle d'être clair avec soi-même. Ça me paraît super, super important de bien poser sa motivation, son objectif pour cette compétition. En fait, les compétitions, il n'y a pas que les médailles comme objectif. Et j'ai envie de dire heureusement, et même bien souvent quand on avance et qu'on fait un peu de prépa mentale, d'ailleurs, on s'aperçoit que la médaille, c'est une conséquence, c'est pas forcément l'objectif, c'est évidemment c'est ce qu'on souhaite au bout, mais c'est le bout de la chaîne, c'est la conséquence de notre travail. Donc vraiment poser au clair de ce pourquoi vous allez à cette première ou ces premières compétitions. Est-ce que c'est pour alors j'ai donné plusieurs exemples, est-ce que c'est pour découvrir, est-ce que c'est pour prouver à son prof que on en vaut la peine, est-ce que c'est pour faire plaisir à son enfant, est-ce que c'est pour passer telle ou telle technique, est-ce que c'est pour savoir si on gère son stress ou mieux gérer son stress, qu'est-ce que j'ai mis comme d'autres, ouais voilà, c'est ce genre d'exemple. Alors évidemment il y a certaines raisons qui peuvent peut-être surprendre ou choquer, comme par exemple oui on ne devrait pas faire une compétition pour prouver quoi que ce soit à d'autres. En fait pour moi il n'y a pas de jugement à avoir. Toutes les motivations sont bonnes à partir du moment où elles sont conscientes et qu'on met des mots dessus. Le problème c'est quand on ne se l'avoue pas ou qu'on veut pas le voir. Là, souvent, il y a des déceptions, des frustrations par la suite. Mais à partir du moment où on est clair avec soi-même, il n'y a pas de souci. Dans les exemples, j'y pense parce que ça a été mon cas il y a quelques temps, ça peut être aussi, c'est pour reprendre. Donc, c'est juste pour revoir les sensations. C'est juste pour tester là où j'en suis après une blessure, après un long arrêt. Ça peut être aussi, je veux prendre des infos sur tel adversaire. C'est super important parce que on va le voir vers la fin des conseils, mais vous allez voir qu'après, quand on se retourne un peu sur sa journée, si on a bien posé son objectif, parfois, même quand on a perdu tous nos combats, on peut être super content de sa journée parce que son objectif est rempli. Soit on s'est fait plaisir, soit on a l'objectif découverte et coché, soit on a passé, je sais pas moi, 10 techniques où on a réussi à en rentrer 3, soit, typiquement, voilà, on a vu que telle épaule ou tel genou, ça tenait bien. Donc, on peut être satisfait de sa journée indépendamment de la victoire ou de la défaite. Voilà pour le premier conseil. Le deuxième, c'est de préparer son sac de compétition la veille. Alors la veille, d'autant plus que, moi je pense que c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais cela dit, encore plus quand c'est le début, ces premières compétitions, parce que déjà, on est, en général, depuis la veille ou les jours d'avant, on est un peu envahi par pas mal d'émotions. Ça peut être du stress, de l'excitation, etc. Donc du coup, inutile le matin même de réaliser qu'on a oublié ça, et de se retrouver pris au dépourvu, ou à l'inverse, d'oublier quelque chose qu'on n'aurait jamais oublié si on n'était pas en état de stress. Bref, vous avez compris la logique. Faire son sac la veille, c'est quand même l'idéal. Et en plus, ça permet aussi de se mettre déjà un peu dans l'état d'esprit, de se préparer, de se rendre compte que demain il y a un jour J, et ça prépare, moi je trouve aussi bien le corps et la tête. Dans ce sac, alors j'ai fait la liste de tout ce que je vous conseille de mettre. Alors c'est dans un ordre complètement aléatoire. De l'eau, évidemment. Donc moi je suis une adepte de l'eau pure, éventuellement avec un peu de citron dedans. Mais après chacun, c'est vraiment à vous de tester ce que vous aimez. Si vous voulez mettre du citron, du miel, autre chose, enfin peu importe quoi, votre boisson quoi. Mais en tout cas, de quoi vous hydrater. Tout ce qui est dans la rubrique en cas. Donc là c'est pareil, chacun va trouver un peu ses habitudes. N'hésitez pas à prendre trop si vous savez
pas exactement ce dont vous allez avoir besoin. Moi, je prends toujours un peu trop, mais parce que j'ai d'un côté la banane, d'un côté le biscuit, d'un côté la barre de céréales, de l'autre côté les graines. Je mange jamais tout, mais au moins, quelle que soit mon envie du moment, j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà, prenez bien des encas. Pensez aussi, les journées de compétition sont longues, donc pensez à ces petits encas pour entre les combats, mais potentiellement, pensez aussi à éventuellement prendre de quoi pique-niquer. Il y a certaines compétitions, il y a des ventes de sandwich, mais pas toujours. Parfois, il n'y a pas ce qu'on aime, etc. Donc, pensez juste que la journée peut être longue. Coupe-ongle. Un ongle retourné, ça fait très mal, puis ça peut griffer l'autre. Donc, parfois, on s'en aperçoit pas, mais enfin, vérifiez bien que vos ongles sont nickel. Tout ce qui est élastique sans fer. Voilà, n'oubliez pas qu'on n'a pas le droit à la ferraille, que ce soit l'élastique, le soutien-gorge ou autre. Enfin, en tout cas, pas de ferraille. De l'élastoplaste. Alors, moi, je déconseille vraiment les pansements. Enfin, tous les judokas le sauront. De toute façon, je pense que je vous apprends rien. Mais avec la sueur, ça colle pas du tout. Donc, l'élastoplaste, c'est le mieux. Et vraiment d'avoir toujours un rouleau dans son sac avec des ciseaux. C'est super pratique. N'oubliez pas les ciseaux. Parce que ça arrive très vite un petit saignement. Et on n'a pas le droit de saigner aussi en compétition. Donc, il faut pouvoir réagir assez vite pour se le protéger. Éventuellement un sweat ou une veste assez large pour aller au-dessus du kimono pour que vous puissiez rester au chaud entre les combats ou entre l'échauffement et le premier combat. Votre ceinture rouge, parce que dans le temps, on en laissait à disposition. Maintenant, c'est chacun qui amène la sienne. Donc, moi, je vous conseille même d'écrire votre prénom dessus, parce que les ceintures rouges, ça se balade vite de l'un à l'autre. Et puis, donc, si vous allez sur le site Secret Judoka et que vous trouvez l'article qui correspond à cet épisode, vous verrez une affiche avec cette liste-là, mais j'ai rajouté en dessous des conseils de lecteurs que j'avais complètement oubliés, mais qui sont évidemment très judicieux. Les oris, bien sûr, pour marcher autour du tapis sans se salir ses beaux pieds nus tout propres. Papier toilette, mouchoir, ça peut être bien très utile. Les filles, attention, le t-shirt doit vraiment être blanc. Prenez vraiment l'habitude d'avoir des t-shirts 100% blancs. Moi, encore aujourd'hui, je vois des filles qui sont pourtant expérimentées et qui ont des t-shirts avec des grosses inscriptions, ça peut vraiment poser problème. Voilà, elles font pas attention à ça. Et puis, si vous aimez combattre avec un legging ou un sorte de cycliste sous le kimono, pensez bien qu'en compétition, théoriquement, alors peut-être que si c'est trop local, il y aura une indulgence, mais enfin, c'est bien de prendre les bonnes habitudes. La règle, c'est que ça ne doit pas dépasser du kimono, on ne doit pas le voir. Donc, vous pouvez mettre quelque chose en dessous, mais invisible de l'extérieur. Voilà, ça c'était toute la rubrique matérielle, mais elle arrive tôt dans les 10 conseils parce qu'il faut quand même être prêt logistiquement pour se libérer l'espace mentalement. Le troisième conseil pour moi quand on débute la compétition, c'est de se conditionner 24 heures avant. Pourquoi ? Parce que en fait, ça va permettre d'être bien le jour J. Le but, c'est d'être bien, le mieux possible, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont arriver. On va le voir juste après. Et donc, du coup, ça veut dire quoi se conditionner 24 heures avant ? C'est déjà au niveau de l'alimentation et de l'hydratation. Si au niveau du poids, vous pouvez vous le permettre par rapport à votre pesée, quoi, vous avez de la marge, n'hésitez vraiment pas à boire plus que d'habitude la veille pour être vraiment bien hydraté et à bien manger, équilibrer sainement selon vos habitudes la veille. Mais déjà, moi, j'aime bien déjà me dire que je suis en train de me mettre la bonne énergie pour le lendemain dès la veille. Même si on digère tout ça, c'est important. Vous voyez bien dans votre quotidien, il y a des repas qu'on met 24 ou 48 heures à digérer, c'est pas le top la veille d'une compétition. Moi, ce que je fais personnellement, et j'insiste beaucoup pour dire que de mon avis, il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment chacun qui doit trouver ses habitudes alimentaires. Moi, je sais que personnellement, le midi, je mange mon petit déjeuner, je fais comme d'habitude. Le midi, je mange plutôt léger. J'aime bien manger des légumes, des trucs qui se digèrent bien avec des protéines. Et le soir, les pâtes complètes, c'est classique, mais moi j'aime bien les pâtes complètes avec un peu de protéines, mais pas trop. J'en ai pris la veille à midi. Et au moins, je me dis, la veille, j'ai eu une bonne journée équilibrée. Donc ça, c'est important. Et évidemment, je précise, alors en tout cas, je déconseille tout ce qui est alcool et compagnie. C'est pas évident, mais je le précise quand même. Voilà. Même les sodas, oui, la veille, moi personnellement, je prends 0 sucre. J'en ai pas besoin la veille. J'en aurais peut-être besoin le jour même, le matin, mais je prends pas de sucre rapide. Voilà, de choses sucrées. Et puis le deuxième conseil sur se mettre en condition 24 heures avant, c'est évidemment se coucher tôt. Alors il y a beaucoup de compétiteurs et peut-être encore plus dans les débutants qui ont des problèmes de trouver le sommeil, forcément, parce qu'on en cogite un peu. Vraiment, ce qui est important, pour moi, c'est important de se coucher assez tôt. Voilà, pas beaucoup plus tôt que d'habitude, mais ne pas faire des excès la veille au soir. Mais peu importe si on dort pas, c'est pas grave. Si on dort pas, si on n'arrive pas à trouver le sommeil, ou même si on fait une insomnie, on reste allongé et on se repose. Et moi, ce que je me dis toujours, si ça peut m'arriver, c'est peu importe, mon job, c'est de me reposer. Donc même si je dors pas, de toute façon, je suis allongée, j'ai pas d'activité, mon corps se repose. Donc faut déstresser sur
ne pas se focaliser sur l'idée, oh là là, je dors pas, c'est catastrophique, je vais pas être en forme demain. J'ai jamais vu ça. On est toujours en forme le lendemain. Dites-vous que le stress et l'excitation vont faire le job. L'important, c'est que votre corps se repose en position horizontale. Repos. Par contre, alors ça, c'est aussi mon conseil. Bon, chacun peut adapter. Moi, je prends même pas un livre. J'écoute pas de la musique. Je ne m'occupe pas pour faire passer le temps. Même si c'est pas agréable de rester 1 heure, 2 heures dans le noir à attendre, je me dis, bah, c'est mon job. C'est mon job pour être en forme demain. C'est d'attendre et de me reposer. Voilà. Et je fais une petite parenthèse. Il y a un épisode sur l'alimentation, si jamais vous avez un peu juste pour la peser, et un autre épisode sur le repos récupérateur. Donc justement, le repos quand on ne dort pas. Comment améliorer encore la récupération. Et c'est les 2 épisodes, vous les trouvez sur la chaîne YouTube, sur le podcast ou sur le site, comme d'habitude, secretjudoka.com/blog. Conseil numéro 4, c'est sur l'échauffement, gérer son échauffement. Alors ça, c'est super important. Moi, je l'ai beaucoup vécu personnellement et je l'ai beaucoup vu. Il y a 2 choses importantes. La première, c'est qu'on se retrouve seul pour s'échauffer et en fait, ça paraît bête, mais dans les cours, on est toujours sur des échauffements guidés. Donc, on peut se retrouver un petit peu dépourvu à pas savoir quoi faire. Et la deuxième chose, c'est que dans beaucoup de cas, peut-être pas tous, mais dans beaucoup de cas, le stress fait qu'on a tendance à se sous-échauffer, à se dire bon bah c'est bon, ça y est, c'est fait. On a plus de mal à être connecté à ces sensations d'échauffement. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est de se noter, de se préparer l'échauffement qu'on va faire à l'avance. L'idéal, c'est de reprendre une bonne partie, voire tout, de votre échauffement à l'entraînement. Parce qu'en fait, votre corps, il est habitué à faire ce type d'échauffement au moment de l'entraînement. Donc, si vous le remettez dans la même chose, dans les mêmes routines, dans les mêmes habitudes, ben, c'est très bien. Mais dans tous les cas, que vous repreniez complètement celui de l'entraînement ou en partie, moi, mon conseil, c'est vraiment de noter, je dois faire 10 tours ou 15 tours de tatami, 20 flexions, 20 ceci, 30 cela. Vous faites votre liste et le jour J, vous l'appliquez. Stress ou pas stress, vous devez l'appliquer étape par étape. Voilà. Vous pouvez mettre aussi en termes de temps, 1 minute de ci, 1 minute de cela. Moi, j'en vois certains qui s'échauffent avec alors maintenant, c'est plus des chronos, c'est les téléphones, mais avec le téléphone qui bip, toutes les minutes, toutes les 30 secondes, toutes les 5 minutes. Mais au moins, ça permet vraiment de s'assurer qu'on a un bon échauffement. Petite parenthèse sur ce point-là, c'est que bien souvent, alors pas toujours, mais bien souvent, l'échauffement c'est le matin, on combat dans la matinée ou peut-être début d'après-midi, or tous nos entraînements de judo généralement sont le soir. Alors si vous avez le temps, si vous en avez l'envie, évidemment c'est pas du tout obligatoire, et si vous le faites pas, c'est pas pour ça que vous allez rater votre compétition, mais ça peut être une idée de le week-end, vous faire une séance de sport le matin, ou si vous avez l'habitude d'aller faire un footing une fois de temps en temps, faites-le plutôt le matin que le soir pour juste habituer le corps à aussi faire cet exercice physique, ce réveil musculaire et cette mise en action le matin et pas seulement le soir. Donc ça, c'est un petit plus, c'est un petit supplément entre parenthèses, c'est pas non plus obligé. Et puis pour finir sur l'échauffement, oui, très important, il y a du coup dans l'échauffement, ce que je vous conseille quand même, les étapes importantes en plus de votre échauffement classique que vous reprenez de l'entraînement, c'est de vous assurer que à un moment donné, vous faites des uchikomi, parce que c'est super important pour la mémoire technique du corps, remettre votre forme de corps en route. De vous assurer que vous vous échauffez les doigts sur le kumikata. Donc ça, il y a 2 façons. La première, c'est toute simple, toute douce, juste faire des saisies de veste. Si vous n'avez pas de partenaire parce que vous y allez seul, ça arrive. Moi, j'ai fait toutes mes premières compétitions et même plus que mes premières. Pendant au moins 3-4 ans, j'étais seule en compétition. Il y a plein de solutions. D'abord, les uchikomi, au pire, vous faites du tando kohanshu, tout seul. C'est un peu moins bien qu'un des vrais uchikomi, mais c'est pas grave, c'est déjà mieux que rien. Et puis sinon, vous demandez à n'importe qui est tout seul sur le tapis, tu veux faire uchikomi, hop, c'est parti. Alors, en général, on déconseille de prendre quelqu'un de sakaté avec qui on va combattre dans 1 heure, mais vous trouverez plein d'autres mondes, voilà. Et même 3e solution, et ça marche très bien aussi pour le kumikata, moi je l'ai déjà fait 2 fois, vous prenez votre petite sœur ou votre nièce ou votre cousin qui est venu vous voir, vous lui mettez une veste sur le dos, moi j'ai fait ça, j'ai emmené 2 vestes dans mon sac, et voilà. Alors, c'est pas le grand idéal, parce que moi je me souviens de ma nièce qui était un peu molle en hooké, je lui disais tiens toi dur, j'ai besoin de... Voilà. Mais vous aurez toujours quelqu'un pour vous dépanner, et donc sur le kumikata, bien se chauffer les doigts, soit en version, j'ai envie de dire simple, douce entre guillemets, juste faire des saisies, l'autre il fait rien. Juste on attrape, manche, colle, 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 manche, manche, colle, colle. Voilà, on fait sa petite danse de kumikata. Mais surtout j'ai envie de dire, à un moment donné, plutôt vers la fin, faire une vraie bataille de kumikata. Donc vraiment, l'autre il est aussi dans l'action et les deux,
on va chercher le kumikata, on se repousse, on se fait lâcher. Alors ça, ce qui est important de mon point de vue, puisqu'on est à l'échauffement, c'est pas une fois qu'on a le kumikata de l'autre, c'est pas de rester 1 minute à le tasser bêtement. C'est vraiment à chaque fois, dès que j'ai un kumikata fort, je vérifie que je suis fixée, hop, je relâche, je reprends, je change. C'est vraiment pour chauffer les doigts. Donc ça, c'est important. Aussi, dans l'échauffement, la dernière partie que je conseille, l'idéal est, je pense que la majorité des judokas vous le diront, l'idéal c'est de rentrer sur son premier combat en compétition comme si on en avait déjà fait un. Je sais pas si vous remarquez, mais à l'entraînement, en général, c'est le deuxième, troisième randori, on est bien mieux que le premier, même si on s'est bien échauffé avant. Donc, c'est pareil à l'échauffement d'une compétition. L'idéal, c'est de faire plusieurs séquences pour faire un peu l'équivalent d'un premier randori où on est quasiment à fond, peut-être à 90%, 80%. Voilà, pas besoin de faire chuter, pas besoin de rentrer des grosses techniques, mais être vraiment dans l'agressivité de la compète, plus ou moins à fond, rentrer ses techniques, faire ses déplacements, trouver ses ouvertures, pour être vraiment rentré dans dans l'agressivité, le contact. Et comme ça, une fois qu'on arrive, l'idéal, c'est d'être vraiment très essoufflé. C'est important de faire monter le cardio haut pour que quand on arrive sur son vrai combat de première compète, en fait, le corps, il est déjà bien dedans, quoi. Il est au milieu de sa séance et pas au début de sa séance. Voilà pour le gros chapitre échauffement. Conseil numéro 5, c'est de savoir où on met les pieds. Donc, comme c'est votre première compétition ou vos premières compétitions, il y a plein de détails auxquels on n'est pas habitué. Ça, c'est un truc qui m'a hyper marqué. Je ne pouvais pas savoir le nombre de retours surprenants que j'ai eu, mais que je comprends. Je vous donne un exemple. J'ai une copine qui m'a dit « Oh, ma première compétition, oui, c'était super. Mais en fait, quand je suis tombée, moi, j'ai pas pensé que ça continuait au sol. Je savais pas trop. Et du coup, on m'a prise au sol. » Alors évidemment, quand on entend ça, on a envie de dire « Ah, mais t'es folle !» Mais sauf qu'en fait, je la comprends. Il y a le stress, on est inhibé. Elle est pas bête. Elle sait très bien que le judo, c'est aussi au sol. Mais voilà, il y a tellement d'infos, tellement de choses nouvelles qu'on oublie plusieurs choses et on se rend pas forcément compte de la différence qu'il y a par rapport au combat au club. Et par exemple, typiquement sur cette histoire de sol, il y a beaucoup de clubs qui ne travaillent quasiment jamais la liaison debout-sol en randori. Ils le travaillent en technique, mais en randori, ils font la partie randori debout, puis la partie sol. Donc en compète, on peut être surpris. C'est un exemple parmi plein. Donc dans tout ce que je vous conseille de bien préparer, de regarder où vous mettez les pieds, ça va évidemment de repérer le lieu, est-ce qu'il y a de la place pour se garer, enfin tous ces détails logistiques, c'est super important. Je vous assure, quand on est stressé et qu'en plus on trouve pas où garer, on trouve pas la porte d'entrée, on croit qu'on s'est trompé, ça n'arrange rien. Donc ça, c'est à régler les jours d'avant. Le jour J, il y a plusieurs choses. D'abord, repérer dès le départ la façon dont on va être appelé, par qui, à quel moment. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions autour de vous aux autres combattants qui ont l'habitude. C'est quel tapis, comment ça se passe, à quel moment je suis appelé, etc. Numéro 2, c'est de repérer si c'est le premier ou le deuxième appelé ceinture rouge. Il y a une règle, je vous avoue que j'oublie tout le temps, mais moi je leur demande à chaque fois, mais au moins je suis claire pour ma journée. Le numéro 3, bon là j'exagère quand même, je mettrai dans les commentaires si c'est toujours le premier ou le deuxième appelé. Cela dit, parfois ça peut changer, donc de toute façon il faut bien se renseigner. Le troisième point à bien repérer, regardez en amont sur des vidéos et puis le jour J, les premiers combats si vous n'êtes pas appelé au début. Mais ça, c'est pareil, ça paraît bête, mais je vous assure, j'ai vu plein de judokas déstabilisés à ce moment-là parce que c'était leur première fois. Repérez bien la façon dont on rentre sur le tapis. Une fois que l'arbitre est en place qui vous fait signe, vous longez. À quel moment vous saluez au moment de rentrer sur le tapis, puis entre vous. Qu'entre chaque maté, vous vous remettez à votre position de départ. Essayez de repérer la chorégraphie de la compétition. Parce que ça rassure de l'avoir vu avant. Moi, je l'ai fait pour 2-3 personnes que j'ai accompagnées. De l'avoir répété avant, ça rassure et ça vous fait une source de stress en moins. Et le jour J, vous êtes content au moins d'être au clair là-dessus. Donc ça, c'est important. Et même si vous vous entendez bien dans votre club avec certains judokas ou votre prof, vous pouvez demander, on peut se faire une petite répétition à la fin d'un cours. On peut rester 10 minutes et on fait comme si on était dans un vrai combat juste pour que je me repère. C'est des petits détails, mais ça compte vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'avais noté aussi sur le... Ah oui, et si, le dernier point, c'est de se renseigner sur les règles d'arbitrage et notamment sur les raisons pour lesquelles on peut vous mettre un shido. Il y a beaucoup de judokas qui ne comprennent pas, du coup ils sont un peu déstabilisés ou qui font pas attention. En championnat d'Europe, donc vétéran, chez les plus de 30 ans, il y a une judokate, c'était sa première participation au championnat d'Europe. Évidemment, elle avait fait beaucoup de compétitions en national. Ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Vous vous rendez compte, elle a perdu pour 3 shido, donc Onsokumake, dont 2 sorties de tapis. C'est quand même dommage. Et vraiment, c'est même pas qu'elle pouvait pas ne pas sortir. C'est pas qu'elle a pas réussi à placer une technique ou résister ou quoi.
C'est juste qu'elle a même pas remarqué qu'elle sortait. Et quand je suis sortie, c'était une Française, donc j'ai discuté un peu avec son coach et puis elle. Et voilà, il souriait, il disait non mais il faut vraiment qu'on se prépare plus, c'est mieux. Et c'est vrai, rien que de monter d'un cran le niveau et le contexte et donc le stress qui monte, bah elle avait pas du tout su gérer ça. Donc après c'est l'expérience qui vient. Mais si vous commencez la compétition, bah déjà bien avoir conscience des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir Shido et 3-4 cours avant votre compétition, de faire vos randonnées dans cet état d'esprit, de repérer, de vous dire bah tiens je vais pas sortir du tapis par exemple, c'est super important, ça vous donne déjà certains bons réflexes. Donc juste rapidement, vous pouvez avoir un Shido si vous sortez donc du tapis. Attention, théoriquement, même si ça n'arrive pas très souvent, théoriquement si vous poussez le partenaire de toutes vos forces sans attaquer pour que lui sorte du tapis, vous pouvez aussi vous prendre le Shido pour vous. Voilà. On se prend un Shido si on n'attaque pas, donc on fait rien pendant un certain moment. On se prend aussi un Shido si on fait semblant d'attaquer. Donc, pour faire semblant d'attaquer, de toute façon, vous allez bien le sentir si vous faites semblant d'attaquer, mais souvent, on considère que c'est une fausse attaque si l'adversaire n'est pas du tout déséquilibré. S'il bouge même pas quand vous vous jetez d'un côté ou de l'autre, on va dire que c'est une fausse attaque. Ça, c'est aussi un Shido. Vous allez vous prendre un Shido si vous bloquez les bras tendus sans attaquer. Si vous attrapez la ceinture, souvent c'est dans le dos, sans attaquer. Si vous attrapez le kimono du même côté, les deux mains du même côté, sans attaquer. Donc ça, c'est des détails. Après, il y a plein d'autres. Si on prend la manche, ce qu'on appelle prise pistolet, là, avec le pouce à l'intérieur de la manche, il y en a plein d'autres. Mais vraiment, je vois, même en randori, par exemple, j'en vois certains, ils restent les deux mains du même côté pendant 45 secondes sans rien faire. Et moi, ça me fait sourire. Je me dis, mais en fait, là, c'est pas une très bonne habitude à prendre, quoi. Qu'on fasse compète ou pas, d'ailleurs, c'est pas top. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la partie bien se préparer à la chorégraphie globale de la compétition, les lieux, comment ça se passe, etc. Et aux petites règles d'arbitrage à préparer bien en amont. Ne les lisez pas la veille au soir. Bien en amont pour les pratiquer un peu en randori, pour vous familiariser avec ça et vous sentir à l'aise avec ça. Conseil numéro 6, c'est ce que j'ai appelé accepter les émotions surprises. Alors ça, c'est un conseil qui est assez court mais qui est super important. C'est que quoi que vous puissiez préparer et imaginer, moi vous me mettrez dans les commentaires si j'avais raison, mais je donne ma main à couper que 9 émotions sur 10, vous vous y attendez pas. Vous savez pas à quel moment vous allez avoir le pic de stress, comment il va se manifester, à quel moment vous allez vous sentir super bien à fond, et puis à quel moment vous allez être déçu. Vous savez pas l'issue des combats, donc vous savez pas si vous voulez ressortir du combat plutôt dépité, plutôt enthousiaste, plutôt revanchard, peu importe. C'est des émotions surprises, encore plus quand c'est les premières. Et même quand c'est pas les premières compétitions, on a toujours une ou deux émotions qui peuvent arriver de façon surprise. Donc, mon conseil, c'est de le savoir et de savoir que c'est normal. Voilà, c'est petit, mais c'est super utile. Et donc, si vous êtes un peu dépassé par vos émotions, bah, vous vous souviendrez de ce conseil numéro 6 et vous vous direz, je suis plein dans l'émotion surprise. Je le savais, je pouvais rien y faire, je sais que c'est ça. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça compte. Petite pause imposée pour un changement de matériel, mais ça tombe bien parce que ça me donne l'occasion pour une fois de vous dire dès maintenant que si vous êtes encore en train d'écouter cet épisode, c'est qu'a priori il vous plaît. Donc mettez un pouce, abonnez-vous si c'est pas encore fait, voilà. Et puis même j'ai envie de dire partagez cet épisode à des judokas de votre entourage, particulièrement si ce sont des judokas adultes qui ont envie de commencer la compétition, ça leur sera sûrement utile. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant et en mettant le pouce, en fait vous aidez aussi les algorithmes à remettre cet épisode en suggestion pour des personnes qui aiment le judo, donc en plus vous en ferez profiter d'autres judokas. Voilà, cette petite pause pub faite, le matériel remis en place, pour une fois, je vous dirai pas ça à la toute fin. Je reprends, on en était au conseil numéro 7. Le conseil numéro 7, c'est de choisir, j'ai appelé ça choisir un coach de confiance. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors j'ai pas mal de choses à dire. La première chose, c'est que quand je dis un coach de confiance, c'est presque le mot de confiance qui compte le plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, lorsqu'on vit ses premières compétitions, on n'a pas forcément besoin d'un super coach. Si votre professeur n'a pas le temps ou ne peut pas vous accompagner, si vous n'avez personne de votre club, même si vous êtes tout seul, c'est pas très très grave. L'important, ça va être, si vous le pouvez, de trouver une personne de confiance. Ça peut être l'une des personnes qui est venue vous voir de votre famille, votre frère, votre sœur, votre enfant, votre mère, peu importe qui. Mais quand je dis de confiance, ça va être quelqu'un qui va vous soutenir moralement, qui va vous demander régulièrement comment vous vous sentez, qui va pouvoir, ou du moins auprès de qui vous allez pouvoir déverser toutes vos émotions, qui va pouvoir, comme dirait
Christian dans le groupe Facebook. Christian Danville, il dit être votre référent. Voilà, c'est important d'avoir un référent. Une personne à qui on peut dire tiens-moi mon sac, ou zut, j'ai oublié ma bouteille d'eau, est-ce que tu vas me le chercher? Voilà, si vous avez une personne comme ça, c'est vrai que ça aide, ça soulage, on se sent moins seul. Après, encore une fois, moi je le dis toujours, j'ai commencé les compètes toute seule, on peut s'en sortir quand même, hein. Mais si on a ça, c'est bien. Cette personne-là, elle peut aussi aller s'asseoir sur la chaise du coach, même si elle n'est pas du tout judoka. Parce que l'important, ça va être que à chaque fois, entre les différentes séquences de combat, donc à chaque maté, vous allez pouvoir plonger vos yeux dans les siens, être rassuré, avoir quelqu'un qui vous regarde, qui vous encourage, qui, même s'il n'est pas judoka, peut quand même vous donner des conseils, on va dire, globaux d'attitude. Voilà, sois plus agressive, te laisse pas faire, essaye d'être, je sais pas moi, attaque, des petites choses simples, même quand on n'est pas judoka, qu'on peut voir. Après, bien sûr, si vous avez un coach, en tout cas une personne qui fait le rôle de coach et qui est judoka, alors j'ai presque envie de dire c'est encore mieux, mais c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que si vous prenez quelqu'un qui est judoka, ce sur quoi je vais vraiment insister, et ça va être aussi à vous en tant que compétiteur, nouveau compétiteur, d'y faire attention. Pour moi, l'important, ça va être surtout de ne pas tomber dans le piège de recevoir des conseils techniques nouveaux qui correspondent pas forcément à votre judo. C'est un peu le piège quand on a un judoka expérimenté qui nous coach, c'est que lui, il en a vu 10 fois plus que vous, et du coup, il va avoir envie de vous dire, fais plutôt ci, fais plutôt ça, sur elle, faut que tu fasses ci, fais telle technique. Et en fait, il y a 90% de ce qui va être dit qui correspond pas forcément à votre judo, ou pas à ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Et en l'occurrence, c'est pas du tout le moment, le jour de la compète, que de recevoir des conseils techniques et de se créer un nouveau judo ou de travailler ce qu'on aurait dû travailler en cours. Donc, comme je dis souvent, c'est comme si vous êtes sur le point de rentrer sur une scène de théâtre, c'est le soir du spectacle. Bon, c'est pas à ce moment-là que vous allez vous dire tiens, cette réplique, je vais la dire sur ce ton-là, ou tiens, je vais plutôt aller à droite de la scène, en fait, ou que quelqu'un, le prof de théâtre ou le metteur en scène va vous dire ah, au fait, cette scène-là, on va changer. Non, c'est le spectacle, c'est fini. Le travail, il est fini. Les dés sont jetés. Donc ça, c'est quelque chose pour moi de super important à intégrer, qui en plus, je trouve, va plutôt dans le sens de faire déstresser, c'est de se dire les dés sont jetés. Maintenant, mon judo, il est ce qu'il est. J'ai travaillé les 2 mois derniers, les 4 mois derniers, l'année dernière, les 10 ans derniers, peu importe. J'ai travaillé depuis X semaines ou mois pour cette compétition. Mon job, il est fait. Maintenant, les dés sont jetés, je fais juste ce que j'ai à faire, je laisse parler mon corps. De toute façon, c'est pas pendant le combat qu'on va réfléchir et faire des nouvelles choses. Une petite anecdote à ce sujet, je crois que c'était peut-être pas ma première compétition, mais peut-être ma 2e ou 3e, c'était des chiailles pour marquer des points pour le 2e dan. Et il y a un copain de mon club qui était là, et donc très gentiment, il vient me regarder sur mes combats pour me coacher. Et sur l'un des combats, peut-être le 2e ou 3e, je me souviens plus, il me dit « Ah, cette fille-là, je l'ai vue combattre, surtout ce qui va être important, c'est d'aller la chercher bien au derrière. » Or moi, c'est pas du tout mon judo d'aller chercher au derrière. Donc il m'a bien montré, il était sur le bord du tapis, il m'a pris, lui il était en survêtement, il m'a fait un mini combat sur le bord, tu vois, tu vas chercher là, tu vas chercher là. Bon, moi c'était tout le début, il était beaucoup plus fort que moi, donc forcément, je suis rentrée sur le tatami, j'ai pensé à ça. J'ai voulu aller chercher bien au derrière. Résultat, la fille, elle a passé sa main derrière mon dos, elle m'a rentré au ukigoshi et ippon en quelques secondes. Et c'est pas tellement d'avoir perdu le problème, c'est vraiment la frustration. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait quelque chose que je fais jamais, que je sais pas faire? Et d'ailleurs, en sortant, le copain en question, il m'a dit, mais non, mais fallait pas avancer sur elle, tu t'es jeté sur elle. Ben oui, mais en fait, je l'ai jamais travaillé, c'est pas mon judo, c'est pas mon kumikata. Donc, ça pouvait pas passer. Et en fait, ce qui est difficile à digérer derrière, c'est ce sentiment de frustration. On dit toujours, hein, quand on fait son maximum, son mieux, et qu'on perd parce qu'on a fait une erreur et qu'on doit corriger, ou parce que l'autre a été plus fort, bon bah très bien. Mais quand on fait une erreur qu'on aurait pu éviter, et là en l'occurrence c'était le cas, c'est très frustrant. Donc je vous conseille de ne pas apprendre des nouvelles choses le jour de la compète, de vous concentrer uniquement sur ce que vous savez déjà faire. Et donc le dernier point sur choisir un coach de confiance, c'est que vous avez aussi pour moi votre responsabilité là-dedans. N'hésitez pas, même si c'est votre toute première compète ou la 2e, n'hésitez pas vous à dire à celui qui vous coach ce que vous attendez de lui. Moi, je le dis sincèrement, je dis autant d'un point de vue judo, je lui donne 2-3 indications, voilà, moi je fais ça, j'aime cette technique, je suis plutôt du genre ça, j'ai tel kumikata, que d'un point de vue mental.
moi je le dis très souvent, je dis moi la seule chose dont j'ai besoin c'est que sur les matés, tu me dis si je suis dans le bon sens, continuer comme ça, ou si il faut que je me ressaisisse, ou s'il faut que je fasse attention à ci ou à ça. Mais voilà, moi je sais que je marche plus au mental que vraiment à la technique le jour J. Donc c'est à vous aussi de transmettre à celui qui va vous coacher un petit peu vos attentes. Voilà pour le conseil numéro 7. Et tout ça, ça se prépare en amont si vous en avez l'occasion. Vous savez a priori qui va être là le jour de la compétition. Donc n'hésitez pas à en parler en amont tranquillement. Moi je le fais encore jusqu'à aujourd'hui. Mes copines se reconnaîtront. Je fais un petit clin d'œil à Laetitia. Bien souvent en amont on se dit l'une l'autre, s'il y en a une qui combat pas, on se dit tu seras mon coach ce jour-là, tu m'aideras. Et moi, je lui dis voilà où j'en suis en ce moment dans mon judo. Surtout, je lui dis l'objectif que je travaille depuis 1 mois ou 2. Je lui dis en ce moment, essaye de bien me dire ça, parce que c'est ce que je bosse. Je lui transmets les infos. Voilà, si c'est un judoka, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut recevoir ces infos-là. Conseil numéro 8. Je l'ai appelé « Sois un guerrier entre les combats ». Donc en fait, le conseil numéro 8, c'est sur savoir gérer entre 2 combats. Parce que j'ai parlé des émotions surprises. Évidemment, il y a beaucoup d'émotions suite au premier combat ou même deuxième, troisième, mais en tout cas quand on sort d'un combat. Pas que si on perd d'ailleurs. Alors souvent dans les premières compétitions, il faut s'attendre à parfois perdre. Si c'est le cas, eh ben c'est vrai que ça peut être très frustrant, décevant, on est déçu. Mais plein de fois on gagne et ça peut aussi engendrer des émotions qui peuvent être néfastes pour le combat suivant. Donc gérer entre deux combats, il y a vraiment ces 2 parties, le mental et le physique. Donc, je vais continuer sur le mental parce qu'en fait, j'ai commencé par ça, sur les émotions. Là, il va y avoir plusieurs conseils sur le mental pour pouvoir tout de suite se concentrer sur le combat d'après. C'est comme au tennis, on dit toujours une fois qu'on a fait un coup, qu'on l'ait raté ou réussi, en fait, de toute façon, il faut gagner le coup suivant. Là, c'est un peu pareil, sauf que c'est par combat. Une fois que vous avez fini votre combat, hop, on le passe derrière et on se concentre sur le suivant. Pour ça, il y a plusieurs petits conseils que je peux vous recommander. La première chose, c'est que si vous êtes stressé et essoufflé, c'est un peu les 2 à la fois, mais souvent on ressort très essoufflé et le problème c'est de sortir essoufflé. Parfois ça fait monter le stress parce qu'on se dit comment je vais faire pour le combat suivant. Donc, première règle d'or, mais vraiment qui marche quand même pour beaucoup, c'est tout simplement de forcer sa respiration. De prendre des grandes respirations forcées plutôt que de se laisser aller à comment je reprends mon souffle. L'avantage de faire ces grandes respirations, c'est que non seulement on récupère plus vite physiquement, mais en plus, ça calme, ça déstresse, en tout cas si on est stressé. Le deuxième conseil, c'est si on est stressé, de se rappeler tout de suite ce qu'on avait décidé comme objectif, ce qu'on avait idéalement écrit sur un petit bout de papier, comme objectif, comme motivation, pourquoi je suis venue à cette compétition. Ça, c'est super intéressant et pour moi, c'est assez magique par rapport au stress parce que si je suis venue pour découvrir, et ben là, en plein stress ou pleine déception, pleine frustration ou pleine euphorie parce que j'ai gagné mon premier combat, par exemple, et ben tout de suite, je me rappelle, ah ouais, je suis venue pour découvrir à la base. Donc, je sais pas de quoi sera fait le combat suivant. Le combat passé, c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais. Et ben, objectif découverte, je suis servie. Je suis en train de découvrir. C'était mon objectif. Si l'objectif de cette première compétition, c'est se faire plaisir, en plein stress, hop, on se le rappelle et on se dit, ah oui, est-ce que là, en ce moment, je suis en train de me faire plaisir? Est-ce que je suis content d'être là? Est-ce que j'apprécie cette journée? Est-ce que c'est quand même une belle expérience, même si elle n'est pas facile, etc. Comme dit Damien, je fais toujours un petit clin d'œil à ceux qui ont participé à cet épisode via le groupe Facebook. Comme dit Damien, profiter de chaque instant sur le tatami et en dehors du tatami. Donc, entre 2 combats, c'est bien aussi, si l'objectif c'était de se faire plaisir, de se rappeler ça, etc. Tous les objectifs, ça fonctionne bien. Le 3e conseil que moi j'aime bien, qui m'est assez utile, c'est immédiatement s'imaginer qu'on est dans un ascenseur de verre. Voilà, j'appelle ça l'ascenseur de verre. De verre parce qu'en fait, on peut voir tout ce qui se passe autour. Le verre est transparent. Mais du coup, ascenseur, il y a tout ce qui se passe autour ne peut pas nous atteindre. On est dans sa bulle, en fait. C'est une autre image que de dire qu'on est dans sa bulle. Donc, sauf que je trouve que d'être dans sa bulle, parfois on se dit comment je fais, alors que, ok, je suis comme dans un ascenseur de verre, rien que de l'imaginer, ça aide à le ressentir. Donc ça, c'est un 3e conseil qui peut aider à
se déstresser si on l'est, et un peu dans le même état d'esprit, quand on est dans cet ascenseur de verre, c'est que potentiellement on peut se mettre un casque sur les oreilles avec de la musique, ça aide, et ça a un effet bénéfique, c'est que ça montre à l'entourage qu'on souhaite être dans cet ascenseur de verre, dans cette bulle, dans cette concentration, et donc ça évite à l'entourage de venir discuter, nous perturber. Ça, c'est aussi un petit point, une petite parenthèse importante, c'est que parfois, on se retrouve, surtout quand on débute dans ses premières compétitions et qu'on connaît les copains du club, par exemple, on a pas mal de gens qui veulent venir nous donner des conseils, qui viennent, qui vont vous dire ah, fallait que tu fasses ça, pourquoi t'as pas fait ça, fais cette technique. Et en fait, parfois, même si ça part d'une très bonne volonté, en fait, ça correspond pas à l'état émotionnel dans lequel on est. On a besoin de se concentrer sur le combat suivant. On n'a pas besoin de parler 5 ou 10 minutes du combat passé qui, de toute façon, est passé. Et donc, il faut savoir se couper un peu de ça aussi. Mettre un casque, c'est pas mal. Voilà. Et penser à son ascenseur de verre. Dernier conseil quand même avant-dernier, pour l'entre-deux combats, pardon, il faut pas oublier l'aspect physique. Là, j'ai beaucoup parlé de comment se ressaisir et passer au combat suivant, mais c'est important aussi, bien sûr, de se ressourcer physiquement. N'ayez pas peur, je le dis, parce que moi, ça m'avait paniqué au début. Si vous sortez d'un combat avec certaines parties du corps un peu tétanisées, par exemple les avant-bras, les mollets, il y a des endroits, en fait, qui, même si on s'en rend pas trop compte, qui travaillent beaucoup plus qu'à l'entraînement, parce qu'on est tendu, parce qu'on est stressé, parce que ça fait 2-3 heures qu'on est dans l'émotion, avec l'échauffement, le lever tôt le matin, etc. Donc, le corps, il réagit pas du tout pareil. On peut sortir d'un combat avec des parties du corps qui font mal alors que d'habitude non. Et moi, franchement, je me rappellerai toujours d'une compète où j'avais les avant-bras tétanisés. Je me suis dit, mais comme impossible que je combatte le combat suivant. Je me dis, mais comment je vais faire? Ma compétition est finie. Pas de panique. En fait, ça passe assez vite. Vous pouvez vous masser tranquillement. Surtout boire, reprendre un peu de votre barre, votre banane, vos graines. L'avantage, c'est que comme on l'a vu dans le sac du compétiteur, c'est que vous avez le choix. Vous prenez ce qui vous tente à ce moment-là. Recharger un peu les batteries, et ça, c'est important aussi entre deux combats. Et donc, le tout dernier conseil pour gérer cet entre-combat, en fait, c'est le conseil numéro 9. Voilà, donc vous mettrez le 9 dans le 8. Le conseil numéro 9, c'est de garder toute l'analyse pour le soir et les jours suivants. Ce n'est pas pendant la compétition qu'on analyse ses erreurs et ce qu'on a fait. Alors, il y a peut-être des petites exceptions de façon évidente, claire, simple. Si sur un combat, on se dit « Ah, j'ai fait ça », combat suivant, je ne vais pas le refaire. Si ça vous vient naturellement, vous, à l'esprit, tant mieux. Mais si ça vient de l'extérieur, qu'on doit vous expliquer pendant 10 minutes, c'est que c'est pas à propos. Et vous-même, si vous cogitez pendant 10-15 minutes, du coup, qu'est-ce que j'ai fait et tout, c'est pas le moment. Dites-vous, c'est pas mon job du moment. Je le ferai ce soir ou les jours suivants. Ça, c'est super important. À chaque temps, c'est pas à chaque temps suffit sa peine, mais à chaque temps son travail. Voilà. Et le travail de l'analyse, c'est pour plus tard. Et du coup, sur ce conseil de garder son analyse pour le soir, si vous pouvez vous faire filmer, évidemment, c'est l'idéal. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mal de le préparer en amont pour pas avoir tout à faire le matin parce que sinon on oublie. Bon, c'est pas indispensable de se faire filmer. Il y a la majorité des judokas ne se font pas filmer. Mais si vous savez que vous avez de la famille qui vient, ou un judoka ou des judokas qui combattent l'après-midi alors que vous combattez le matin, etc. Dès la veille, demandez-leur est-ce que ça ne te dérange pas d'être mon responsable vidéo. Voilà, parce que c'est vrai que de se voir en vidéo, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup l'analyse par rapport à son ressenti. Donc ça peut être intéressant. Et alors, je le conseille pas forcément sur les premières compétitions parce vous aurez déjà beaucoup de choses à gérer, mais au cas où, si vous avez personne pour vous faire filmer, c'est toujours possible de demander à un inconnu. Moi, je le fais souvent. Vous vérifiez juste que c'est une personne qui va regarder votre tapis, parce que le tableau de son judoka, il est sur le même tapis que vous. Et puis voilà, vous lui dites gentiment, je vois que tu regardes ce tapis, ça te dérange pas si, quand je passe, tu me filmes. Donc c'est assez simple. Moi, j'ai jamais personne qui m'a dit non. Mais bon, ça, encore une fois, quand on est dans ses premières compétitions, c'est pas évident. Enfin, on a déjà beaucoup de choses à penser, donc c'est un petit bonus, mais c'est pas obligé. Voilà. Et puis, il restera le 10e conseil. Le 10e conseil, c'est de profiter. Alors ça paraît une évidence, ça paraît peut-être un conseil un peu bête, mais c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles parce que quand on vit ses premières compétitions, comme je le dis toujours, on est embarqué dans tellement de choses, tellement d'infos, tellement de nouveautés
que parfois profiter, c'est pas évident. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est que si c'est pas évident de profiter pendant la journée et qu'on oublie un peu parce qu'on est pris dans tous ces trucs, c'est pas la fin du monde. On a encore plein de temps pour profiter après la compète. Et ça, par contre, on peut le faire. C'est-à-dire que quand on rentre de ces premières compètes, si jamais, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde, hein, loin de là. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui rentrent de leur première compète super contents d'eux, contents d'avoir tenté l'aventure, d'avoir essayé, d'avoir testé, même s'ils ont tout perdu, ils se disent au moins je l'ai fait. En revanche, généralement, sur les compètes 2, 3, 4, 5, c'est là où la frustration arrive. Parce que souvent, on s'imagine que parce qu'on en a fait 1, 2 ou 3, ça serait quand même normal qu'on commence à gagner et à prendre de l'expérience. Et on a l'impression qu'on ne progresse pas aussi vite, autant en technique qu'en résultat de combat, qu'en gestion de stress. On se dit... j'ai pas l'impression d'avancer vite dans mon expérience de compète. Et du coup, ça fait des retours de compète frustrés ou un peu énervés. Et donc, c'est là où je dis non, conseil numéro 10, profitez. Donc là, le job, c'est que si jamais vous vous retrouvez dans cette situation d'être frustré, enfin, peu importe le terme, hein, déçu ou quoi, après votre compète, obligez-vous, vous dites, ok, je suis peut-être déçu pour ça, 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 je suis frustré pour ça, ça, ça. On n'oublie pas par rapport à mon objectif aussi, hein, c'est à prendre en compte. Mais à côté de ça, je vais me forcer à trouver 10 éléments positifs dont je suis content. Et quand je dis 10, vous fixez votre chiffre à l'avance, parce qu'en fait, au bout de 3 ou 4, vous allez bloquer, vous allez trouver facilement un ou 2, 3, 4, puis là, je vois pas ce qu'il y a d'autre. 10. Donc même si on va chercher des petits détails, tiens, j'ai revu machin, ça c'était quand même bien, tiens, j'ai quand même fait ça, tiens, sur l'échauffement, c'est vrai que j'ai mieux fait, vous en trouvez 10. Et ça pour moi, ça s'appelle profiter, parce que ça veut dire qu'on engrange à côté de tout ce qu'il y a à progresser ou à corriger, on engrange toutes ces briques qui construisent, qui font plaisir, qui font du bien, et ça monte un mur de bien-être, et ça c'est super important pour la suite. Voilà, donc c'est le profiter, c'est pas seulement pendant la compète, c'est aussi après. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, vraiment, évidemment ces conseils ne sont pas exhaustifs, ils sont potentiellement discutables, il y en a peut-être certains avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes adulte et que vous avez commencé la compétition adulte, je m'adresse bien pour des adultes, hein. Si vous êtes adulte et que vous êtes expérimenté, que vous avez souvent accompagné des compétiteurs adultes débutants, n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas à mettre des commentaires, à partager, que ce soit sous la vidéo YouTube, sous l'article de blog sur le site secretjudoka.com, ou même pourquoi pas dans le groupe Facebook, ou encore si vous êtes abonné dans l'espace abonné Discord, parce que, comme je le dis toujours, c'est dans le partage qu'on progresse, mais j'y crois fermement. C'est vraiment par l'accumulation d'expériences, d'avis, de petites anecdotes, de petites histoires que les uns et les autres peuvent se nourrir, et ça peut vraiment, vraiment profiter, en bénéficier pour des adultes qui commencent la compétition. Voilà. Sur ce, je vous redis pas de vous abonner parce que normalement c'est déjà fait, je l'ai fait au milieu de cette vidéo, mais je vous souhaite bonne première compétition si c'est le cas, et à bientôt. Ciao.